Chaque année, des millions de personnes visitent la Tour Eiffel, explorent le Louvre et se promènent dans les jardins du Luxembourg. Mais elles ignorent que sous leurs pieds réside un monde de labyrinthes et de refuges secrets. Ça n'en finit pas de serpenter, d'inaccessibles bunkers nazis aux murs recouverts de graffitis. Regardez ça. Une ancienne cité romaine enfouie sous Notre-Dame. 6 siècles séparent ces deux sites distants d'1,50 m. Et même une ville souterraine constituée d'ossements humains. Mon Dieu, je n'ai encore jamais rien vu de pareil. Le sous-sol de Paris est un vaste dédale de tunnels. C'est un vrai bottin, rempli d'obscurs secrets et de vestiges du passé. Voilà ce que j'appelle de l'exploration en sous-sol urbain. En compagnie d'authentiques fondus du sous-sol parisien. C'est fermé, il faut escalader le mur. Ça y est, j'entre par effraction. Je découvre la cité enfouie sous la ville lumière. Nous explorons les 20 siècles d'histoire qui se cachent sous Paris. Capitale de la France, avec une population de plus de 2 millions d'habitants, Paris est l'une des plus grandes villes d'Europe. Son histoire est riche et ses sous-sols regorgent de secrets. Je m'appelle Eric Geller et je me trouve à Paris, la ville lumière du continent européen, pays de la Tour Eiffel et du Louvre et la cité la plus visitée du monde. Mais Paris regorge de trésors cachés. Si les touristes admirent le panorama en surface, il existe cependant un autre monde plus obscur. Car sous les pavés de la capitale s'étend un réseau de 160 km de couloirs souterrains, avec des bunkers, d'anciennes voies d'eau et des cryptes remplies d'ossements. L'essentiel de cet univers est interdit au public, ce qui n'empêche pas les Parisiens d'en explorer l'étendue. Aujourd'hui, nous allons révéler les secrets des entrailles de Paris, un monde où le vivant côtoie la mort. Avec ses universités cotées, son architecture monumentale et ses musées hors pair, Paris attire des millions de visiteurs par an. Mais la plupart de ces touristes ignorent que les pavés qu'ils foulent dissimulent un vaste monde ancien, dont l'origine remonte à plus de 2000 ans. Les premières galeries ont été élaborées par les Romains, à l'époque où ils occupaient la Gaule. Le sous-sol de la région parisienne est riche en calcaire, un matériau de construction très prisé par les Romains. Ces derniers exploitent donc la roche souterraine pour bâtir une cité en surface. Depuis, les excavations qui se sont succédées pendant 2 millénaires ont engendré un réseau de 300 km de catacombes sous Paris. À l'origine, le terme catacombe désigne une sépulture souterraine. Mais les Parisiens en ont élargi le sens pour décrire le labyrinthe qui sillonne sous les maisons, les rues et les restaurants. Seul 1 kilomètre de ce réseau est ouvert au public. Le reste constitue un univers dangereux et instable. La rumeur dit même que les plaques d'égout ont été scellées par la police pour empêcher la population d'y accéder. Mais il en faut plus pour dissuader les Parisiens. À travers les siècles, les galeries ont servi de cimetière et accueilli les ossements de 6 millions de défunts. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis et les résistants ont exploité le réseau. Au fil des années, les rues se sont effondrées et ont été consolidées. Un véritable défi d'ingénierie pour les architectes de la ville. Aujourd'hui, la rumeur prétend que les catacombes abritent des gangs et qu'il existe même une police souterraine qui patrouille les lieux. Mais un groupe connaît les secrets de ce monde souterrain mieux que quiconque. Ces explorateurs urbains se font appeler des cataphiles. Ils ne cessent de trouver de nouveaux trésors au fil de leurs escapades. Ils ont récemment découvert une brasserie du XVIIIe siècle recouverte de graffitis modernes, enfouie une vingtaine de mètres sous un immeuble récent. Un magot que je suis déterminé à voir de mes propres yeux. Le cataphile Clément Vénard me sert de guide dans cette aventure clandestine souterraine. Clément ? Oui. Bonjour, Clément. Bonjour Eric. Vous allez me faire découvrir un univers souterrain secret ? Oui, c'est ici, sous Paris. Vous êtes prêt à m'accompagner ? Allons-y. C'est fermé, hein. Il faut escalader le mur. Il faut escalader le mur ? Suivez-moi. Vous avez compris ce que je cherche ? Oui. Ça y est, j'entre par effraction. Sur la marche. D'accord. Je suis Clément le long d'une voie ferrée désaffectée. Il y a plein de cadavres là-dedans. Je sais ce que je dis. Peu de cataphiles ont fait ce que je m'apprête à faire.
On se rapproche parce que ce tunnel a l'air bien sombre. Il n'en finit pas. Oui, il est assez long. L'entrée se trouve par là. C'est très sombre, alors mettez cette lampe frontale. Et il y a un trou dans le mur qui mène aux catacombes. Voilà l'entrée. Ça? Oui, ça n'a pas l'air conçu pour. Quelqu'un a forcé l'accès? Tout à fait. Passe devant. En me faufilant à travers le trou, je quitte la surface pour une exploration de 8 heures. C'est bas de plafond. Faites attention à votre tête. Le passage a été creusé par un homme. J'ai l'impression de m'évader d'une prison pendant la Seconde Guerre mondiale. Suivez-moi. D'accord. Notre progression à travers le dédale de tunnels nous donne une idée de ce qu'étaient les conditions de travail dans cet environnement. Je dirais tête quand le plafond est bas et pied s'il y a un rocher ou un trou. Sinon, vous risquez de vous fouler une cheville ou de vous cogner la tête. Cet endroit est inaccessible, alors pied, Pied, attention à la tête, la tête. pied. Ouais, je reste à 4 pattes. Durant des siècles, des milliers de tonnes de roches calcaires ont été extraites de ces espaces confinés pour construire la ville en surface. On va prendre à gauche. Les tunnels sont exigus et déroutants, mais Clément dispose d'un plan très fourni. Un vrai bottin? Oui. Mais cela ne garantit pas notre sécurité. Même les cataphiles les plus avisés savent qu'il est dangereux de pénétrer dans ce monde souterrain. Si nos torches s'éteignent, ou si nous perdons notre chemin, nous risquons de ne jamais refaire surface. D'ailleurs, en 1793, un homme a disparu dans les catacombes. On aurait retrouvé son cadavre 11 ans plus tard, un trousseau de clés à la main, à quelques mètres d'une issue dissimulée par l'obscurité. Qu'est-ce qui arrivera si nos lampes nous lâchent au beau milieu de ce dédale? Vous me sortirez d'ici? En lumière, ce sera difficile. Voilà ce que j'appelle de l'exploration en sous-sol urbain. Clément m'emmène sur un site que seuls quelques initiés des entrailles de Paris connaissent, la brasserie perdue. Je vous retrouve de l'autre côté, mais l'accès n'est pas facile. Peut-être la première, hein? Ouais. Comment voulez-vous que mon gros cul d'américain passe par là? Après avoir rampé sur le sol et m'être faufilé par de minuscules ouvertures, j'aurais dû mettre des bottes en caoutchouc. Je me retrouve avec de l'eau de ruissellement jusqu'aux genoux. Je nage carrément. C'est une question de saison ou c'est toujours comme ça? Non, c'est toujours à peu près comme ça. Ça n'est pas très profond. On a de la chance, il y a 2 ans, l'eau m'arrivait aux hanches. Après 20 minutes pénibles, nous arrivons enfin au sec. Plus sec. Ouais, je n'ai de l'eau que jusqu'aux chevilles. À une quinzaine de mètres de profondeur, nous arrivons dans des carrières conçues par les Romains il y a plus de 2 millénaires. Aujourd'hui, les catacombes sont remplies d'étranges graffitis modernes, preuve du passage des explorateurs urbains qui nous ont précédés. On est à mi-chemin? Pas encore. Pied. Attention aux rochers. On se rapproche de l'endroit que je voulais te montrer en premier. C'est à 50 mètres. Quand il dit 50 mètres, c'est qu'il reste un bon kilomètre. Allez, allons-y. Nous sommes sur le point d'atteindre la brasserie. Mais il faut d'abord ramper à travers un étroit boyau d'une dizaine de mètres de long. C'est comme à l'armée. On est sur les plages de Normandie, prêts à regagner nos postes. Suivez-moi. Laissez-moi un peu d'avance. Allez, je vous retrouve de l'autre côté. J'ai connu pire. On s'éclate. Bien, où sommes-nous? Qu'est-ce que je vois là? La brasserie est au-dessus. Ici, c'est la cave où ils entreposaient les barillets, le vin et les réserves. C'est la cave d'une brasserie? Oui, c'est une grande pièce. Nous sommes dans les caves de la brasserie. Autrefois, l'entrée de l'établissement se trouvait au niveau de la rue, 25 mètres au-dessus de nos têtes. Aujourd'hui, la brasserie a été remplacée par un immeuble moderne. Cet établissement, de taille moyenne pour l'époque, représentait une surface d'environ 2000 mètres carrés. À la fin du 19e siècle, cette ancienne carrière de calcaire était remplie de fûts de bière.
une manière ingénieuse de recycler les kilomètres de galeries enfouis sous la ville. Mais également un espace rentable et parfaitement adapté au stockage, compte tenu de la flambée des prix immobiliers de l'époque. Et dans un pays réputé pour ses vins, d'aucuns affirment que ce sont les Français qui ont appris aux Allemands à brasser la bière au 8e siècle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ça? Les murs de la cave sont recouverts de graffitis et de peintures. Une véritable galerie d'art. La brasserie s'est transformée en atelier souterrain pour les quelques artistes qui ont découvert ce lieu secret. C'est une galerie d'art souterraine. Exactement. C'est formidable. Dans la pure tradition de l'art parisien. Quelqu'un a consacré beaucoup de temps à ce travail. Ces artistes entreposaient du matériel pour peindre. Ils ont passé des heures à réaliser ces œuvres. Personne ne se doutait de ce qui se passait ici? Non, personne. Cet endroit est unique au monde. La brasserie a disparu et vers la fin des années 70, cet univers souterrain est devenu un lieu de création artistique clandestin où les cataphiles comme Clément peuvent s'exprimer librement et ajouter leur touche personnelle au sous-sol de la ville. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Clément m'emmène dans une autre pièce que peu de gens connaissent, un lieu autrement plus lugubre. Le blindage de cette porte est impressionnant. C'est l'issue d'un bunker nazi qui date de la Seconde Guerre mondiale. Pendant l'occupation allemande, les nazis ont utilisé ces tunnels comme abri de fortune contre les bombardements. Le lycée, situé à une vingtaine de mètres au-dessus de nos têtes, a servi de QG à l'armée de l'air allemande. La Luftwaffe, ils étaient au-dessus? Oui. Et cette pièce leur servait d'abri? Tout à fait. Les nazis ont exploité les kilomètres de tunnels pour se protéger contre les bombardements, mais également pour mener des opérations secrètes. Ils ont scellé les issues avec des portes blindées. Ils scellaient les issues grâce à ce dispositif. Ce mur de briques est renforcé par des ferrures. Il y avait même des bancs pour patienter. Ce sont des bancs? Oui. Ils étaient disposés comme ça. Voilà une des barres. Ils s'asseillaient dessus en attendant les bombardements. Et de l'électricité pour travailler en sous-sol. Un panneau d'alimentation. C'est un panneau d'alimentation. Le câble est resté intact. Les lieux sont même équipés de latrines. Il pourra encore y avoir des étrons dans la cuvette. C'est très emblématique de l'occupation nazie. Je reconnais même leur odeur. Ce que les officiers allemands ignoraient, c'est qu'à moins de 800 mètres de là se trouvait le QG souterrain de la résistance française. Les deux camps évoluaient en sous-sol, sans se douter que l'ennemi était à quelques mètres de là. Durant la Seconde Guerre mondiale, les protagonistes prennent pied dans les sous-sols de la capitale. Mais les forces ennemies ignorent qu'elles partagent le même monde souterrain et ne sont séparées que par quelques mètres de parois rocheuses. Paris n'ayant subi que de légers bombardements, la robustesse des abris n'a jamais été mise à l'épreuve et les QG des Allemands et de la Résistance sont restés secrets. Tandis qu'ils se promènent paisiblement en surface, la plupart des Parisiens ignorent qu'ils marchent au-dessus d'une brasserie, d'une galerie d'art clandestine ou d'un bunker secret. Seule une poignée de privilégiés peuvent se vanter d'avoir sillonné ce dédale de couloirs souterrains. Très peu de gens connaissent l'existence de cette culture underground qui s'est développée au cours des 20 ou 30 dernières années. Ce gigantesque réseau de corridors élaboré au fil des 20 derniers siècles remonte jusqu'à l'ère romaine. L'expansion de ce labyrinthe souterrain est liée au développement de la ville en surface. Voilà des heures que j'explore cet univers, mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que Paris est l'une des plus belles villes du monde. Mais son passé obscur n'est pas si éloigné. Sous le bitume que je foule, il existe d'immenses cimetières qui contiennent les ossements de plus de 6 millions de personnes. Une véritable nécropole souterraine. Les touristes qui passent devant cet immeuble de bureau ignorent pour la plupart qu'ils marchent au-dessus du plus vaste ossuaire du monde. Andrew? Oui. Enchanté. Bonjour. Merci d'être venu. L'écrivain Andrew Ayers et moi avons le privilège de descendre seuls dans les catacombes.
Les couloirs que nous parcourons ne représentent qu'une infime portion des 300 km du réseau issu de l'exploitation du calcaire à travers les siècles. À chaque pas, nous nous rapprochons d'un monde constitué d'ossements. Nous arrivons devant l'entrée des catacombes. L'inscription au-dessus de la porte parle d'elle-même. Arrêtez, c'est ici l'Empire de la Mort. On entre? On ne nous y invite pas, mais allons-y. Ça y est, nous avons franchi le seuil de l'Empire de la Mort. C'est fait. Il n'y a pas de cadavres récents, n'est-ce pas? J'espère que non. Comme vous voyez, les os ne manquent pas. Ils sont alignés contre les murs. Mon Dieu. Je n'ai encore jamais rien vu de pareil. Comme vous voyez, ils ont construit un mur de soutènement. Un mur d'ossements? Ce sont des fémurs et des tibias. Mais le mur de soutènement cache un spectacle encore plus impressionnant. Ce mur n'est qu'une façade qui cache une pile d'ossements, jetés pêle-mêle. C'est la partie harmonieuse? Oui, la pile s'étend sur une trentaine de mètres de profondeur. Vous voulez dire que les os sont empilés sur une trentaine de mètres? Oui, c'est une pile énorme. Ce mur n'en finit pas. Jusqu'où va ce couloir d'ossements? Ici, il y a des ossements alignés sur environ 800 mètres de couloir. Les experts estiment que ces pans de murs mortuaires sont constitués de 5 à 6 millions de squelettes. Il y aurait environ 6 millions de squelettes. 6 millions de squelettes? J'ignore de combien d'os le corps humain est constitué. Je vous laisse faire le calcul, mais ça en fait beaucoup. Pour vous donner une idée, il y a un peu plus de 2 millions d'habitants à Paris aujourd'hui. Ils sont plus nombreux ici qu'à la surface? Oui, près de 3 fois plus nombreux. Il y aurait donc 3 squelettes en sous-sol pour chaque Parisien. Mais alors, comment les cadavres de ces 6 millions de personnes ont-ils fini dans une carrière abandonnée, 25 mètres sous terre? En réalité, certaines galeries souterraines se sont effondrées. Il a fallu inspecter les lieux et les consolider. À la même époque, le centre de Paris était confronté à un grave problème de cimetière. Dans le Paris médiéval, l'essor du christianisme met un terme aux crémations païennes. Il faut donc aménager des ossuaires et des cimetières pour entasser les corps. Tout le monde est logé à la même enseigne, sans distinction de classe, et enterré dans de vastes charniers. Mais après 7 siècles d'accumulation, l'espace vient à manquer. Les murs d'enceinte empêchaient la ville de se développer. Les corps étaient donc enfouis dans des fosses communes où ils se décomposaient en quelques années. Une fois les fosses pleines, les corps étaient exhumés. Les ossements étaient entassés dans des ossuaires à l'extérieur des cimetières et les fosses étaient réutilisées. À partir du XVIIIe siècle, ces cimetières deviennent une menace pour la salubrité publique. Les cadavres en décomposition du plus vaste d'entre eux, le cimetière des Innocents, se déversent même dans la cave d'un restaurant mitoyen. Le peuple s'est plaint pendant un siècle de cette épouvantable situation. Les pressions se sont multipliées afin que le cimetière des Innocents soit fermé. Lorsque le Parlement a finalement décidé sa fermeture, le problème du déplacement des ossements s'est posé. Tandis que les Parisiens cherchent un lieu pour reloger leurs morts, les carrières vides de Paris sont assainies et consolidées. On décide alors d'utiliser les anciennes carrières souterraines pour y transférer les ossements et les corps entassés en plein cœur de Paris. Le long cortège des défunts anonymes du cimetière des Innocents est déplacé des mois durant. La tâche est ardue, car les corps ont été entassés pêle-mêle. Au cours du siècle suivant, la population de Paris explose. Les cimetières affichent complet. Les corps sont alors directement entreposés dans cette gigantesque nécropole souterraine. Ils vidaient les cimetières? Exactement. Ils transportaient les cadavres sur des chariots pendant la nuit, les déversaient par une issue située de ce côté, puis constituaient les piles que vous voyez. Regardez ça, c'est un ossuaire. Il y a des piles d'ossements différents, des petits tas de fémurs et de crânes entassés. Ouais. C'est tout simplement surréaliste. Certains se sont donné du mal pour réaliser ces dessins. Regarde, c'est une croix là. Une croix constituée de crânes. Exactement. C'est particulier. Ces murs de crâne aux motifs complexes semblent être là depuis des siècles. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, ils sont constamment réalignés pour garantir leur stabilité. Et leur alignement ne doit rien au hasard.
Il ne faut pas oublier que rien ne relie les ossements entre eux. S'ils étaient abandonnés à leur sort, l'état s'effondrerait. Les piles sont donc régulièrement réarrangées. C'est un processus qui a toujours cours. Lorsque les premiers Romains ont creusé ces carrières il y a 1900 ans, ils n'ont certainement pas imaginé qu'un jour elles seraient remplies d'ossements, utilisés comme bunkers ou encore comme terrain de jeu par d'audacieux explorateurs urbains. Bien avant que la ville de Paris ne voie le jour, la religion avait déjà une part active dans la création d'un monde souterrain. Les Parisiens ont érigé d'imposantes cathédrales en utilisant les blocs de calcaire extraits du sol, créant des kilomètres de galeries aussi impressionnantes que les édifices en surface. Les premières carrières à ciel ouvert ont été creusées par les Romains au IIe siècle. Mais à partir du Moyen Âge, les ouvriers doivent forer bien plus profond pour extraire le matériau nécessaire pour construire des monuments comme Notre-Dame. Au fil des excavations, le réseau de galeries souterraines s'agrandit. Un demi-siècle plus tard, les carrières sont abandonnées, car elles constituent désormais une menace sérieuse. La ville, en pleine expansion, commence à s'effondrer sous son poids. Des ouvriers sont alors envoyés sous terre pour combler les galeries et renforcer la structure du réseau qui parcourt le sous-sol de Paris. Ce travail dangereux fait de nombreux blessés, mais l'hôpital le plus proche est encore trop éloigné. Vers la fin du XVIIIe siècle, un groupe de moines capucins fonde un hôpital destiné à accueillir les ouvriers qui travaillent sous leur monastère. Aujourd'hui, un hôpital moderne occupe toujours le site et je m'apprête à découvrir le monde souterrain qui se cache en dessous. Vous devez être Gilles. Et vous, Eric? Oui, bonjour Gilles. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Gilles Thomas est un expert du sous-sol parisien. Je vais vous montrer les vraies racines de Paris. Les vraies racines de Paris? Par ici. Je contourne l'hôpital pour rejoindre le XIIIe siècle et le labyrinthe de calcaire qui a permis de bâtir Paris. Voici la véritable entrée des carrières. Dans moins de 2 minutes, nous allons découvrir le Paris d'il y a 7 siècles. 7 siècles? Oui, ça y ressemble. C'est un univers parallèle. C'est totalement surréaliste. On se croirait en Égypte antique. Regardez ces gros blocs de calcaire. Et il y a un hôpital 25 mètres au-dessus de nos têtes. Oui, l'hôpital est juste au-dessus. Ce sont les racines de Paris. Ce calcaire a servi à la construction de Paris. Cette carrière existe depuis des siècles et a produit des matériaux de construction pour les différents édifices de la ville. Les experts estiment que 30% du calcaire utilisé pour bâtir Notre-Dame est issu de cette exploitation. Il n'existait pas de machine pour extraire le calcaire. Tout se faisait à la main. On distingue d'ailleurs la marque laissée par la torche d'un carrier et aussi celle de l'ess qui servait à creuser la pierre. Les ouvriers qui travaillaient ici n'avaient pas de lampe électrique mais des torches. Alors le carrier tenait la torche et qu'avait-il dans l'autre main? Une esse? Une esse? On distingue les marques au plafond. C'est ce qui donne un aperçu des conditions de travail dans cette galerie. Il faisait froid, humide et les ouvriers martelaient la roche. Oui, c'était un travail extrêmement pénible. Et comment? Vers la moitié du XVIIIe siècle, les galeries souterraines commençaient à s'affaisser sous le poids de la ville en expansion. À la fin du XVIIIe siècle, une série d'affaissements frappe la capitale. Des mesures doivent être prises. Un service d'inspection des carrières est constitué, dont la tâche consiste à renforcer le réseau de galeries et de cavernes. Ce service destiné à contrôler et à renforcer les sous-sols était une première mondiale. Après 2 millénaires d'exploitation de ces fondations de calcaire, et avec ses 300 km de galeries, Paris se lance dans un projet pharaonique.
des centaines d'ouvriers sont envoyés dans un monde souterrain instable. Un grand nombre d'entre eux ne reviendra jamais à la surface. Poursuivant notre progression dans les profondeurs des carrières, un détail nous démontre à quel point il est important de consolider les galeries. J'ai déjà vu des consolidations plus fiables. Je ne sais pas comment ça tient. Dans ce cas précis, la galerie est renforcée sous le point d'affaissement. Si des ouvriers se trouvaient à cet endroit au moment de l'effondrement, nul doute qu'ils ont péri. Ça n'a pas l'air dangereux, mais je vais laisser Gilles passer devant. D'accord. Après vous, Gilles. C'est bon, la voie est sûre. Je ne vais rien toucher. La consolidation des carrières est nécessaire pour la pérennité de la ville qui grandit en surface. Mais pour les centaines d'ouvriers qui travaillent dans ces entrailles, la tâche s'apparente à la peine de mort. Les plus chanceux terminent à l'hôpital situé au-dessus de leur tête. Mais dans ce labyrinthe, les blessures dues aux effondrements ne sont pas l'unique menace. Il y a tellement de petits recoins ici. Ça n'en finit jamais de serpenter. Dans ce dédale, la moindre erreur d'orientation risque d'être fatale. Je remarque qu'il y a un labyrinthe de galeries et de couloirs qui partent dans toutes les directions. Oui, il faut une carte quand on descend dans les carrières. Ne disposant pas de carte, ceux qui ont consolidé ces galeries se repéraient autrement. Je vois une ligne là. Qu'est-ce que c'est? On dirait une piste. Il y a une explication? Cette ligne noire servait de fil d'Ariane aux ouvriers de l'inspection générale des carrières, afin qu'ils ne se perdent pas. La ligne mène à leur site d'exploitation ou à une issue. Aujourd'hui, il est facile d'oublier qu'il y a une ville de 2 millions d'habitants au-dessus de nos têtes. Mais il existe des indices. C'est écrit ici. Nous sommes sous la rue des Bourguignons. On a une adresse, même sous terre. Bien sûr. On doit savoir exactement sous quel bâtiment on se trouve. Ces plaques ont été installées à l'époque des travaux de consolidation. Elles correspondent exactement au tracé des rues en surface. De ce côté, on a un petit aperçu de la surface. Regardez au-dessus de vous. La surface est là, à une vingtaine de mètres au-dessus. Je viens de recevoir une gouttelette qui vient du 21e siècle et qui a fini sa course au 13e siècle. Ce conduit au-dessus de nos têtes est un des nombreux boyaux qui relient la carrière à la surface. Ils étaient équipés d'échelles et d'escaliers en colimaçon et ont été construits au 19e siècle pour faciliter l'accès des inspecteurs. Ils permettaient aux ouvriers d'inspecter et de consolider les galeries sans traverser ce dédale infini. Le pilier à bras que vous voyez ici a été monté entre le 15e et le 16e siècle pour renforcer le ciel de carrière. Au fil des siècles, des dizaines de piliers de soutènement ont été ajoutés. Sans eux, Paris et son labyrinthe en sous-sol n'existeraient pas aujourd'hui. C'est du calcaire massif. C'est un sacré pilier. Mais comment ces énormes piliers ont-ils été transportés jusque-là? La réponse est simple. Ils ont été construits sur place par les ingénieurs qui ont creusé un puits et maçonné leur propre structure à l'aide de mortiers de chaux 20 mètres sous terre. C'est un puits? Oui, le rebord d'un puits. L'eau de ce puits servait à assembler les piliers de soutènement. Cette eau servait à lier les structures? Oui, elle n'est pas potable. Elle servait à faire du mortier. Ce sous-sol est un vrai joyau. Les carrières qui ont permis à la ville de s'étendre ont failli entraîner son effondrement. Mais grâce au courage des ouvriers et à des techniques ingénieuses, les galeries situées sous l'hôpital sont restées intactes et soigneusement préservées. La Seine qui coule au cœur de Paris a joué un rôle majeur dans le développement de la ville au fil des 2 derniers millénaires. Elle a facilité le commerce, les transports et alimenté les Parisiens en eau potable. Mais elle a également contribué à répandre le choléra et la peste. Les urbanistes ont donc élaboré un système souterrain de distribution de l'eau qui aujourd'hui encore maintient la ville en vie. Durant des siècles, la Seine a constitué une source d'eau potable pour les Parisiens. Mais à partir du Moyen-Âge, la ville atteint déjà des proportions qui compliquent le ravitaillement des habitants en eau. Ainsi, au XIIIe siècle, un système d'adduction souterrain est mis en place afin d'alimenter les fontaines de la ville en eau potable. Je m'apprête à explorer les profondeurs de l'infrastructure urbaine de Paris,
pour découvrir une merveille d'ingénierie qui a permis à la ville de s'épanouir en surface. Monsieur Dessert? Bonjour. Bonjour, good morning. Merci de vous être déplacé. C'est un plaisir. Gérard Dussert est un expert du sous-sol parisien. Nous avons rendez-vous dans le jardin public de ce quartier paisible. Vous êtes prêts? Oui, Allons-y, suivez-moi. c'est parti. Pour rejoindre le premier aqueduc du Paris médiéval. C'est une sorte de temple dédié à l'eau. Un temple dédié à l'eau? Oui, avec ce dôme. Cette tourelle, baptisée le regard de la lanterne, constitue la tête du grand aqueduc de Belleville, qui a joué un rôle crucial, il y a 7 siècles, dans le développement de Paris. Pendant plus de 5 siècles, cet aqueduc était quasiment l'unique source d'eau potable des Parisiens. Au XIIIe siècle, Paris prospère, Notre-Dame est en construction et la ville compte plus de 200 000 habitants. Les aqueducs sont donc essentiels à la survie de la cité. Il y a 3 canaux de distribution qui recueillent l'eau Oui, et qui l'acheminent dans ce bassin. absolument. Et il est toujours en service? Toujours. Le bassin recueille toujours l'eau? C'est incroyable! Les ingénieurs du Moyen-Âge ont imaginé un système pour recueillir cette précieuse ressource. L'eau de pluie s'écoule naturellement à travers les sols avant d'atteindre une couche d'argile. Puisqu'elle ne peut pas filtrer à travers l'argile, l'eau s'accumule dans les rigoles et dégouline dans le bassin central. Bien que vieille d'un demi-millénaire, cette technique rudimentaire fonctionne encore de nos jours, cachée sous un jardin public. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce que vous avez là? Suivez-moi. D'accord, c'est une vieille lanterne. Nous remontons jusqu'à la source en suivant le parcours de l'eau. C'est ici que les ingénieurs venaient inspecter les lieux. L'eau affluait dans ce conduit. Il y a 5 siècles, les ingénieurs se rendaient dans cette pièce pour s'assurer du bon fonctionnement du système et de la propreté de cette eau potable. C'était conçu à cet effet? Oui, il fallait aussi drainer l'eau pour qu'elle ne s'accumule pas derrière les murs. Il y avait une double fonction, l'accumulation et le drainage de l'eau. Exactement. Les murs érigés au Moyen-Âge étaient capables de résister plusieurs siècles. Mais avec le développement rapide de la ville, d'importantes fissures sont apparues. Cette portion a été consolidée durant la seconde moitié du 19e siècle pour éviter que les murs ne s'effondrent. Mais malgré les consolidations récentes, le ciment et la nature se livrent un combat permanent. Il y a même des racines qui poussent. Elles sont en train de disjoindre les pierres du mur. Je ne suis pas très rassuré. Aujourd'hui, l'aqueduc de Belleville ne sert plus qu'à drainer les eaux de pluie. Plusieurs sections ont été comblées afin de permettre à de nouvelles constructions de voir le jour à la surface. Grâce à ce réseau, la cité médiévale est devenue l'une des plus grandes villes du monde. Mais l'adduction d'eau potable n'est pas l'unique réalisation importante des sous-sols. Avec le développement des villes, la démographie s'accroît et avec elle, la quantité d'eau usée. Ainsi, en marge de l'aqueduc et des kilomètres de catacombes, il existe un gigantesque système d'égouts célèbre dans le monde entier. Professeur Wanklin, Lui-même, merci de vous être déplacé. je vous en prie. Le professeur Wanklin va m'emmener dans un endroit qui a sauvé la vie de milliers de Parisiens. Nous sommes dans l'une des sections des couloirs d'égout aménagés il y a 150 ans sous les rues de Paris. Les Parisiens ignorent la chance qu'ils ont de disposer d'un tel réseau. Les premiers systèmes couverts d'évacuation des eaux usées de la ville apparaissent au XIVe siècle. Un réseau d'une vingtaine de kilomètres qui ne peut satisfaire les besoins de la nouvelle population urbaine. Les égouts sont saturés à tel point que les visiteurs de passage affirment que l'on peut sentir Paris avant d'en voir les contours.
La plupart des rues de Paris n'étaient pas pavées et les gens y abandonnaient toutes sortes de déchets. À cette époque, une bonne paire de bottes vous faisait à peine la nez avant d'être rongée par ce que l'on appelait par décence la boue. Les conditions sanitaires épouvantables de la ville entraînent une violente épidémie de choléra, une infection bactérienne qui se propage par les eaux souillées. L'épidémie de choléra de 1832 a tué près de 20 000 Parisiens. 17 ans plus tard, une nouvelle épidémie a fait encore 16 000 victimes. Les eaux contaminées menacent de décimer la ville. Paris décide donc d'étendre son réseau d'égouts, qui à l'époque devient le système le plus moderne et le plus efficace du monde. En l'espace de 20 ans, 540 km de galeries sont aménagées. Aujourd'hui, le réseau fait plus de 2000 km. Mis bout à bout, le réseau atteint aujourd'hui 2300 km, soit la distance entre Paris et Moscou. Mais les égouts ne constituent qu'une petite partie de l'univers souterrain de la ville. Il y a le métro, les catacombes, les parkings souterrains. Les entrailles de Paris sont un véritable gruyère. Sans cette abondance de réseaux souterrains, la capitale n'aurait jamais survécu. Notre-Dame de Paris est l'un des plus beaux édifices du monde. Depuis près de 1000 ans, les gens affluent des 4 coins du globe pour l'admirer. Mais l'histoire de cet édifice est bien plus ancienne. Et sous le parvis, il existe des vestiges d'une ancienne cité romaine. En 52 avant Jésus-Christ, Jules César conquiert et soumet les Gaules. Peu de temps après, la ville gallo-romaine de Lutèce émerge sur les berges de la Seine. Au cours des 2 siècles suivants, la cité sombre progressivement au fil des reconstructions successives avant de disparaître. Il y a 1 siècle et demi, les grands travaux de la capitale entraînent la destruction du vieux Paris pour faire place aux grands boulevards, aux pâtés d'immeubles et aux édifices monumentaux qui font sa renommée actuelle. Le Paris romain et médiéval disparaît, mais pas pour longtemps. « 150 ans après la restructuration de la ville, les ingénieurs du sous-sol parisien révèlent l'ancienne ville gallo-romaine. Mon voyage à la recherche de la cité enfouie de Lutèce commence au pied de l'un des plus célèbres monuments au monde, Notre-Dame. Vous devez être Hélène ? Vous devez être Eric. Ravi de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé. Merci d'avoir accepté mon invitation. La médiéviste Hélène Paulet a accepté de m'emmener sous Notre-Dame à la rencontre des racines romaines de Paris. Je vais vous faire découvrir la Rome antique. À 5 mètres en dessous du niveau de la rue, nous faisons un bond de 2000 ans en arrière pour retrouver Lutèce, une ville de province romaine de 20 000 habitants. Depuis ce quai, les pêcheurs et les débardeurs approvisionnent l'empire de denrées grâce à l'un des plus hauts faits d'armes de l'ingénierie romaine, les routes. Qu'est-ce que c'est? Je devine des marches, des murs. Vous êtes en train de contempler une route élaborée entre le 2e et le 3e siècle. Les rives florissantes de Lutèce en font le premier port de France dont nous ayons eu connaissance. Son emplacement idéal le long des berges de la Seine permet à la ville de prospérer. Le commerce avait lieu dans un forum. À l'extérieur de la ville, il y avait une arène qui servait d'amphithéâtre pour les représentations et les combats de gladiateurs. À l'endroit où se trouve Notre-Dame, il y avait un temple à la gloire de Jupiter. La ville était petite, mais agréable. La petite ville, avec ses temples et son arène, s'étend le long des berges de la Seine. Au fil des années, les aménagements ont modifié le cours du fleuve d'une vingtaine de mètres. Mais à l'époque romaine, nous marcherions à même les berges. Les berges du fleuve étaient à cet endroit. Je vois cette horreur devant moi qui s'étend à l'infini. Oui, il y a 2000 ans, vous seriez en train de décharger le fruit de votre pêche sur le quai. Nous serions sur la Seine. Nous serions sur la Seine. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nos têtes? Nous sommes juste au-dessus du parvis de Notre-Dame.
Il y a probablement des milliers de touristes qui ignorent notre présence. Avec l'affaiblissement de l'Empire romain au cours des 4e et 5e siècles, la population gallo-romaine de Lutèce démantèle les temples pour ériger des remparts. Les blocs de calcaire issus des catacombes qui ont servi à bâtir les divers édifices sont affectés à la construction de murs de fortification. Le recyclage à la sauce antique. Ici, vous apercevez une portion de mur gallo-romain construite à la fin du IIIe siècle. Mais en réalité, ce mur du IIIe siècle est bien plus ancien. Il appartenait aux arènes dont les gradins étaient bondés à l'époque de l'apogée du règne romain. Ils ont donc chapardé les pierres des arènes pour faire un mur à cet emplacement. C'est exactement ça. Ils ont érigé une muraille à cet endroit à cause de la première invasion barbare, à la fin du IIIe siècle. Toutes sortes de peuples envahissaient l'Empire à cette époque. Les tribus germaniques, puis les Normands. Il y a également eu Attila et les Huns en 451. Au 5e siècle, une tribu d'envahisseurs, les Francs, franchissent ces murs d'enceinte. Ils s'approprient le territoire et lui donnent le nom de France. Ils bâtissent alors une cathédrale sur le site de Paris, qui devient la capitale. Ici, sur la droite, vous avez les ruines de l'église Sainte-Geneviève. Ils ont érigé une église pour conserver leurs reliques à l'abri, derrière les murs. Elle date de quand? Du 9e siècle. 6 siècles séparent ces deux sites distants d'1,50 m. Tout à fait. Le site est de nouveau utilisé en 1163, cette fois pour y bâtir l'une des structures les plus imposantes du monde, qui se trouve être juste au-dessus de nos têtes. Beaucoup de gens viennent visiter Notre-Dame parce qu'ils associent cette cathédrale à l'architecture gothique. Et ils en profitent pour voir la Tour Eiffel, le Louvre ou les vastes boulevards qui mènent à l'Arc de Triomphe. Mais peu d'entre eux ont conscience de ce qui se trouve en dessous. Un monde de vestiges issus d'une ville romaine disparue, des catacombes remplies d'ossements, des prodiges d'ingénierie qui ont sauvé la ville des épidémies, et même des bunkers dont les murs sont devenus un lieu d'expression pour les artistes contemporains. Sous les pavés de Paris s'étend un labyrinthe de calcaire qui date de l'Empire romain. Un monde où l'art côtoie les bunkers nazis, les squelettes et les crânes. Aujourd'hui, les explorateurs modernes ajoutent leur touche personnelle. Alors la prochaine fois que vous passerez au-dessus d'une bouche d'égout, pensez à ce qui se cache sous vos pieds.